Bienvenue dans l'émission paranormale. Qui est là? Voilà plus d'un an que tu me réclames d'autres vidéos paranormales. Et bien que ce soit très compliqué pour moi de te les raconter car ce sont des histoires vraiment terrifiantes qui m'ont traumatisé, j'ai décidé aujourd'hui de céder à ta requête. Je vais te raconter non pas une histoire, mais 4 histoires qui font suite à la vidéo L'agent de sécurité, la petite fille derrière la vitre que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube, leconteur.net. Pour tourner cette vidéo, je n'ai rien écrit. Compte tenu que ce sont des histoires vraies, je n'ai pas besoin de les écrire pour te les raconter. D'autant que ça fait 30 ans que je les raconte à mes amis et qu'à chaque fois ils me disent « Oh non, tu vas pas encore nous raconter tes histoires paranormales hein. ?» Tout a commencé en septembre 1992. Alors que je viens de sortir d'apprentissage d'un métier que je déteste, peintre en publicité et décoration, je refuse toute offre d'emploi n'ayant pas envie de m'engager dans quoi que ce soit. J'ai 20 ans. Mais ayant un train de vie plutôt onéreux en raison de mes nuits de folie au New Scotch, la boîte de nuit dont je te parle dans la vidéo, la maison dans la montagne que tu peux également retrouver sur ma chaîne YouTube, je me dois de trouver très vite un travail et surtout du fric. C'est alors qu'une amie qui travaille pour une entreprise de sécurité affiliée à l'armée suisse me propose de travailler pendant 1 mois au comptoir suisse. Grande manifestation qui dure tout le mois de septembre au palais de Beaulieu à Lausanne. Le mois se passe plutôt bien. Et à la fin, il me propose de travailler pour l'entreprise de sécurité. Je dis ah oui, mais moi je vais pas m'engager sur trop longtemps. Hein. Moi j'ai envie de partir à l'étranger et tout ça. Il fait mais y a pas de souci. Je vous engage comme agent auxiliaire et vous partez quand vous voulez. Je dis ok, marché conclu. Et je commence ma formation le soir même. Je rencontre l'agent qui va me former, un grand Suisse allemand très mince avec les joues creuses répondant au doux prénom de Kering. Mais c'est le problème avec les Suisses allemands, c'est qu'ils ont un don pour donner des prénoms qui ressemblent à des insultes. Tu vas passer 3 nuits avec moi, mais après t'es tout seul, hein. J'espère que t'as pas peur dans le noir. Je dis, oh non, j'ai fait le comptoir, et puis bon, pour du fric, moi je suis prêt à n'importe quoi. Lors de ces 3 nuits en formation avec Kering, il ne s'est rien passé. Nous sommes 2 et il me donne tellement d'informations que j'ai pas le temps de penser à quoi que ce soit, d'autant qu'on enchaîne les visites de maisons, d'usines, de chantiers et de lieux désaffectés. Mais la première nuit seule fut un véritable cauchemar. À chaque fin de ronde, je suis pris de spasmes, j'ai des crises d'angoisse et je me dis mais putain, mais dans quoi je me suis embarqué? Ces crises d'angoisse apparaissaient particulièrement chez un client. Une grande imprimerie dans une zone industrielle au bord d'une forêt. Chuchotement, porte qui grince et bruit de pas sur le quotidien dans cette imprimerie. L'imprimerie est composée d'une grande halle avec une salle de réunion en L et au milieu un bâtiment administratif sur plusieurs étages et un sous-sol. Un soir, alors que j'arrive devant l'imprimerie, je sors de la voiture avec la boule au ventre comme d'habitude. Et là, j'aperçois de la lumière qui sort du sous-sol. Je m'approche de la grille qui donne sur les fenêtres du sous-sol. Et là, je vois l'ombre de gens qui sont en train de discuter, de faire la fête. J'entends des rires, de la musique, etc. Je me dis, bah dis donc, c'est la grosse stuff. Ça tombe très bien parce que je flippe tellement à l'idée d'aller faire cette imprimerie que de savoir qu'il y a du monde, je serais beaucoup plus rassuré. Je fais donc ma ronde extérieure. Bon, je suis pas obligé de la faire vu qu'il y a des gens dedans. J'ai pas le choix parce que je suis obligé de badger. Les badges sont des petits codes barres qui sont collés un peu partout chez les clients que je dois scanner avec une pointeuse qui est vidée le lendemain matin dans un ordinateur qui analyse si je suis passé partout. Ce soir-là, donc, je fais ma ronde extérieure et je repasse devant la grille. Je vois que la fête bat son plein. Je me dis, je vais commencer par là. Je rentre par la porte principale. Je traverse la grande halle. Je descends l'escalier en direction du sous-sol. Je mets mon uniforme, me recoiffe. J'ouvre la porte et à l'intérieur, il n'y a rien. La salle est totalement vide. Il n'y a ni personne qui font la fête, ni verre qui traîne, ni odeur de cigarette, rien. Le néant. Je me dis non, c'est pas possible, il me faut une blague là. C'est une sorte de bisoutage, un truc comme ça. Donc j'entre et je fais bonsoir. Aucune réponse. Je dis bon, je termine ma ronde, j'écris sur mon rapport et constater la présence de personnes en sous-sol. Je termine ma nuit et je rentre me coucher. Le lendemain soir, je me pointe au boulot, prêt à accomplir ma mission. Et là, le chef sort de son bureau et m'appelle. « Agent Vanière, vous pouvez venir me voir, s'il vous plaît ?» Je fais « Oui, qu'est-ce qui se passe ?»« Oui, j'ai lu votre rapport et vous avez écrit qu'il y avait des gens qui étaient en sous-sol de l'imprimerie. Alors dans ces cas-là, il faut que vous releviez l'identité de tout le monde, au moins le responsable. » Là, je dis « Oui, effectivement, il y avait des gens, mais je les ai vus en extérieur, mais quand je suis arrivé en bas, il y avait personne. » Il y avait personne. Et il me dit, bon, écoutez, c'est pas grave parce que vous venez de commencer, mais que vous le sachiez, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un sur n'importe quel site, vous relevez son identité. Je fais, ok, y a pas de problème, si ça m'arrive, je ferai attention. Je suis quelqu'un de consciencieux. Et j'attaque ma nuit. Vers les 3-4 heures du matin, je me dis, bon, il va bien falloir que j'aille faire un tour à cette imprimerie. Donc, j'arrive dans l'imprimerie, je me gare, je fais ma ronde extérieure, je rentre par la porte principale et je descends au sous-sol. Le bas de l'escalier du sous-sol mène à un long couloir qui donne sur une porte de sortie de secours vitrée. J'arrive en bas avec
ma lampe de poche, je retourne ma lampe de poche en direction du couloir, et là j'aperçois un homme qui se tient debout au bout du couloir et qui me regarde. Putain, j'ai poussé un cri monstrueux, je lâche ma lampe de poche, j'ai pris de panique et tout ça. Je me redresse et j'oriente ma lampe de poche en direction du mec. Je dis bonsoir, l'homme ne bouge pas. Je marche donc dans sa direction et tout à coup l'homme lève une main et me fait un salut. Je dis mais c'est quoi ce bordel? Je m'approche et là je me rends compte que l'homme n'est pas à l'intérieur du couloir mais à l'extérieur, derrière la porte vitrée. Et en m'approchant je me rends compte que c'est un chef. Là j'ouvre la porte, j'ai dit putain vous m'avez fait peur. Oui c'est vous avez fait un rapport un peu bizarre donc du coup ils m'ont demandé de venir surveiller si tout se passait bien. Je dis mais vous êtes vraiment très nerveux. Je fais Quelques nuits plus tard, je suis de retour dans l'imprimerie vers les 3-4 heures du matin. Je gare ma voiture, je commence ma ronde extérieure. Je passe devant la porte vitrée sortie de secours où je cachais mon chef. Putain, il m'avait foutu les boules. Et tout d'un coup surgit un homme de derrière l'imprimerie du côté forêt. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas encore le chef qui va m'inspecter. L'homme est habillé en civil, il me regarde fixement, il porte une petite barbichette, puis tout à coup commence à marcher super vite dans ma direction, glissant sa main dans sa veste. Je dis, oh putain, là c'est mon heure, je sens que je vais mourir. Je pourrais m'enfuir en courant, je pourrais éventuellement dresser mes bras, mais je suis complètement tétanisé. Puis arrivé vers moi, l'homme dégaine son porte-monnaie, me tord une pièce d'identité, me dit, non, vous inquiétez pas, je suis le chauffeur. Il me dit, vous n'avez pas fait peur? Je dis, ah non. Donc là, je remplis son nom, numéro de la pièce d'identité sur mon rapport, en tremblant de partout. T'imagines le truc, t'es en pleine forêt, t'as un mec qui se jette sur toi, t'es complètement flippé. Puis le mec me dit, bon ben bonsoir. Puis il se dirige en direction de l'imprimerie, puis s'arrête. Il revient sur ses pas et disparaît dans la forêt. Je continue ma nuit et je rentre me coucher. Vers les 15 heures l'après-midi, je viens de me réveiller, mon téléphone sonne. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Bagnès, c'est le chef de brigade. Voilà, je vous appelle, c'est au sujet du rapport que vous avez fait cette nuit. Vous avez écrit que vous avez rencontré une personne derrière l'imprimerie. Je fais, oui, j'ai relevé l'identité. Il fait, oui, non, ça c'est parfait. Mais on voudrait que vous nous éclairiez un petit peu parce que ça nous intrigue de savoir qu'un livreur se balade à 4 heures du matin autour de l'imprimerie. Donc j'ai appelé le client et apparemment ils connaissent personne de ce nom dans l'imprimerie. Il me dit, vous pouvez me donner la description du monsieur? Je fais oui, donc c'est un grand mec, très large, avec une petite barbichette. Et puis là, il m'arrête, il fait, ça correspond pas du tout à la description du vrai livreur de l'entreprise, donc ils savent pas qui est cette personne. Je raccroche, je me prépare, et à 20h, je vais travailler. Là, je prends mon service, le chef vient me voir, il me dit, bon, écoutez, vu qu'on sait pas qui est cette personne, on a prévenu la police, donc soyez pas inquiets, vous risquez de croiser des patrouilles qui circulent dans la zone industrielle, donc faites votre travail comme d'habitude. Ok. Donc j'arrive dans l'imprimerie, et je croise la police, je mets salut et tout ça. Je fais ma ronde extérieure, et là, je grimpe dans le bâtiment administratif. Et arrivé en haut, je vois l'ombre de quelqu'un qui rentre dans un bureau avec la porte qui grince. Je me dis, oh merde, putain, il y a quelqu'un qui travaille tard le soir. Bon, comme m'a dit le chef, il faut que je relève l'identité. Je marche dans le couloir, j'arrive vers la porte du bureau, je m'apprête à entrer, et là, en face de moi, il y a une ombre noire qui se tient devant la fenêtre. Je dis, oui, bonsoir, c'est l'agent de sécurité. Et là, tout à coup, l'ombre disparaît derrière une armoire métallique. Excusez-moi, je suis l'agent de sécurité. Je marche tout doucement, je traverse le bureau en direction de l'armoire métallique, passe ma tête derrière, et je ne vois rien. Je suis pas fou, j'ai vu quelqu'un, il y a quelqu'un qui se tenait devant moi. Enfin, j'ouvre les portes de l'armoire, il n'y a rien. Je me glisse discrètement vers la porte, je descends les escaliers en courant, je saute dans ma bagnole et je me barre. Le lendemain, en fin de nuit, je rencontre mon formateur, Gehrig, et je lui raconte ce qui s'est passé. Il fait « Ah, oui! Ah, mais des fois, la nuit, il y a des trucs bizarres. Mais quand t'as des trucs bizarres, tu dis « Allez vous faire foutre !» et tu continues ton travail. Ils vont pas t'embêter, t'inquiète pas. Qui il? Quelques mois plus tard, on m'a retiré l'imprimerie pour me confier une usine de biscuits qui est encore pire. Un soir, je me pointe au bureau et là, le chef me convoque. « Agent Vanier, j'ai une mission pour vous. Nous avons reçu un nouveau client cet après-midi. Nous n'avons pas eu le temps de passer, donc je vous confie la mission de me faire un rapport sur chaque pièce et m'indiquer l'endroit où on peut mettre les badges. Et compte tenu que vous avez beaucoup de travail, je vous enlève l'usine de biscuits. » Je fais « Oh putain. » Là, il me dit « Alors, c'est une petite maison qui était habitée par des retraités, mais le mari est mort dans le sous-sol. C'est sa femme qui l'a retrouvé. Du coup, elle est terrifiée à l'idée de retourner dans cette maison parce qu'elle prétend qu'elle voit son mari partout. Et donc elle s'est installée dans un appartement en ville et nous a confié la surveillance. Ok, pas de souci, je vais vous faire cette mission. Je commence ma nuit, je fais quelques rondes dans d'autres lieux. Et puis vers les minuit, je me dis, bon je vais aller faire cette petite maison, comme ça je lui ferai son rapport. Je regarde l'adresse et j'arrive devant une petite maison au milieu des vignes. C'est une maison classique, construite dans les années 50, un rez-de-chaussée, un premier étage et le fameux sous-sol où le monsieur est mort.
Je fais ma ronde extérieure. Je crie 2-3 fois parce que la façade est recouverte de lierre, et donc qui dit lierre dit araignée, et tu sais à quel point j'aime pas ces petites bêtes. J'entre par le rez-de-chaussée. La décoration est aussi vieille que la maison. Décoration de vieux, quoi. J'inspecte le salon, la cuisine, je monte, et à l'étage il y a 2 chambres et une chambre au bout du couloir avec un lit recouvert d'un couvre-lit rose. Putain, comme c'est moche. Là, je redescends au rez-de-chaussée et je m'apprête à descendre dans la cave. Là, j'ouvre la porte qui mène à la cave. Il y a un grand escalier que j'emprunte et sur les côtés, il y a des photos de famille. Avec la photo de l'horrible moustachu qui a été retrouvé mort en bas. L'homme a un visage terrifiant, un regard très froid, encore pire que le mien, t'imagines? Arrivé en bas des escaliers, je me rends compte que c'est une cave aménagée. Un billard au milieu, et à gauche une porte qui mène à un carnotset. Le carnotset, c'est une pièce qui est généralement recouverte de bois, que l'on utilise pour faire des fondus, des raclettes ou tout simplement pour boire des coups, une tradition suisse. Je referme la porte du carnotset en me disant « ça sent bien le fromage, là ». Et là, je me retourne et je tombe nez à nez avec un soldat suisse. Je dis « oh putain, c'est quoi ce truc ?» Là, je m'approche du soldat suisse qui n'a pas bougé, et arrivé devant, je me rends compte que c'est un mannequin. Le mec était tellement fou d'armée qu'il avait conservé son uniforme qu'il avait monté sur un mannequin. Et comme il trouvait ça un peu banal, il avait fait peindre son visage sur la tête de plastique. Mais il est malade ce mec, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Donc je contourne le mannequin, je termine ma ronde évidemment encore en tremblotant et je m'en vais. Le lendemain, c'est Gehrig qui prend la relève. Moi, je suis en congé. Et le surlendemain, je viens pour travailler. Il m'a dit « ah oui, j'ai mis les badges, hein. » Ok, pas de souci. Je commence ma nuit. Je fais quelques rondes et tout ça, et je décide d'aller dans cette maison. J'ai pas le choix aussi. Je fais ma première ronde extérieure, je fais le rez-de-chaussée, je monte à l'étage, rien de bizarre, et je descends dans la cave. J'ouvre la porte du carnotset, ça pue le fromage, et là, je remarque que le mannequin a disparu. Bon, peut-être qu'ils l'ont enlevé parce qu'il faisait peur et tout ça. Non, je termine ma ronde, j'ouvre la porte de la chaufferie et là, putain, il est encore là, ce con, c'est pas vrai, pourquoi ils l'ont mis là? Donc je pousse le mannequin pour aller inspecter la chaufferie. Je termine ma nuit et le lendemain matin, j'arrive au bureau et je vois Gehrig. Mais putain, pourquoi t'as mis le mannequin dans la chaufferie? Il fait, ah oui, parce qu'il me faisait peur. Je me dis, écoute, t'as mis dans la chaufferie, c'est moi qui j'ai tombé nez à nez. Ah oui, tu as eu peur. Je fais, non, mais me gênais parce que j'ai pas pu rentrer dans la chaufferie. En plus, t'as mis un badge dans la chaufferie. Ah oui. Bah ouais, moi, ça m'a pas fait rigoler. Ah oui. Et je rentre me coucher. Le lendemain soir, je prends mon service comme d'habitude, puis vers les 22h, je me dis, tiens, faut que j'aille faire cette petite maison. Je fais ma ronde extérieure, j'inspecte le rez-de-chaussée, je monte à l'étage, la chambre avec l'horrible couvre-lit à la porte grande ouverte, c'est normal. Je descends à la cave, j'inspecte le carnotset, ça pue le fromage. Je m'approche de la chaufferie en me disant, je sais qu'il y a le mannequin, je sais que je vais crier, mais c'est pas grave, j'ouvre la porte. Oh, putain. Je pointe mon badge et je décide de déplacer le mannequin. J'ai quand même pas crié tous les soirs. Donc je le mets dans un coin de la pièce de dos, un peu comme dans le projet Blair Witch, sauf que le film n'était pas encore sorti, donc ça pouvait pas m'effrayer. Vers 3h du matin, je reviens chez ce client, puisque je devais faire 2 rondes, donc rebelote, ronde extérieure, je descends à la cave, j'ouvre la porte du carnotset. Mais enfin, je suis pas fou, j'avais laissé dans la chaufferie, il a mis de dos. Il marche quand même pas tout seul. Et là, je remonte les escaliers au couloir. Je monte à l'étage, je retourne ma lampe de poche en direction de la chambre, et là, je vois une forme humaine sous le couvre-lit rose. Qu'est-ce que c'est que ça? La maison est censée ne pas être habitée, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait quelqu'un qui vienne y dormir, un squatter. Donc je décide de m'approcher doucement. J'arrive devant le lit. Bonsoir, c'est l'agent de sécurité. Je pose ma main sur le corps, j'appuie, aucune réaction. Je décide de soulever le couvre-lit. Et je tombe sur plein de draps qui sont empilés et tordus pour donner l'apparence d'une forme humaine. Quand j'ai fait ma ronde à 22h, il n'y avait rien. En plus, je suis le seul à avoir les clés, donc il n'y a aucune raison que quelqu'un soit passé pour me faire une blague. Puis ça se fait pas dans notre métier, c'est l'armée quand même. Là, je repars de la maison. Et le lendemain, au bureau, je croise Gehrig et je lui raconte ce que j'ai trouvé. Ah, oui. Dans les trucs bizarres, tu dis, va te faire foutre et tu continues. Il faut pas chercher à comprendre. Bah ouais, moi, ça m'a pas fait rigoler.
Quelques nuits plus tard, je retourne à cette maison. Et là, en m'approchant en voiture de la maison, je remarque qu'il y a de la lumière qui sort d'un Velux. Tiens, c'est bizarre, j'ai pas remarqué qu'il y avait des Velux dans les chambres. Un peu, j'ai fait la première ronde, j'ai rien remarqué. Donc c'est assez inquiétant. Donc là, je refais ma ronde extérieure et je monte à l'étage. J'inspecte chaque pièce et je vois pas de Velux. Et là, je vois une cloison qui a l'air un peu bizarre, on dirait une porte. J'appuie sur la cloison et là, effectivement, je me rends compte que c'est une porte qui donne sur une échelle qui mène au grenier. Oh putain, j'avais pas vu qu'il y avait un grenier, je l'ai pas signalé sur mon rapport. J'ai vraiment fait un boulot de merde. Dans le grenier, la lumière est éteinte. Je monte l'échelle, je vois que le grenier est totalement vide. Il y a juste une ampoule avec un clic-clic pour l'allumer. Là, je touche l'ampoule et je me rends compte qu'elle est chaude. Peut-être qu'on n'a jamais remarqué qu'il y avait cette lumière et puis que l'ampoule a pété. Je tire sur la chaînette, la lumière s'allume et j'entends un énorme grincement qui vient du rez-de-chaussée. Oh putain. Là, je redescends l'échelle à toute vitesse. Je traverse le salon. Je saute dans ma bagnole et je m'enfuis. Le lendemain, je suis en congé et on finit par me retirer ce client qui sera attribué à un autre secteur. Quant à moi, on me réattribue le pire du pire, l'usine de biscuits. Fondée en 1899, l'usine de biscuits dont je vais te parler fut définitivement fermée en 1991, soit un an avant que m'en fût confiée la surveillance. Composée d'un bâtiment administratif de 3 étages, de grandes halles où se trouvait la production, ainsi qu'un petit manoir d'architecture psychose hitchcockienne dans la cour où habitait le fondateur, cette usine restera pour moi l'un des lieux les plus terrifiants que j'aurais jamais visités de toute ma vie. Lors de ma nuit de formation avec Gehrig, j'ai immédiatement senti l'atmosphère pesante mêlée à une odeur nauséabonde de biscuits pourris. Et alors que je suivais Gehrig en arrosant les murs jaunis de crasse avec ma lampe de poche, j'eus soudainement l'impression de marcher sur un paquet de chips. Ah putain, j'ai marché sur un truc. Et baissant mes yeux et ma lampe de poche vers le sol, je m'aperçois qu'il est recouvert de cafards qui courent dans tous les sens. Ah putain, il y a des cafards partout. Faut appeler la police, faut appeler les pompiers, appeler l'armée pour qu'il nettoie tout avec un lance-flamme. Il me répondit Gehrig. C'est normal. Dans cette usine, il y a toujours des cafards. Même à l'époque où c'était encore exploitation, les cafards, ils flottaient dans les bassines de chocolat. Après, les bassines étaient vidées dans la machine et hop, ça fait des biscuits avec de la protéine. Fier de sa blague, je le regarde décomposer, me disant que plus jamais de ma vie je ne mangerai de biscuits. Et vint ma première nuit seule dans cette usine. Au vu de la superficie, je n'ai pas besoin de faire une ronde extérieure, sinon ça me prendrait toute la nuit. Ma mission est uniquement de traverser les halles en m'assurant que toutes les portes coupe-feu sont fermées. Ainsi donc, le premier soir, seul, j'entre dans l'usine en commettant un véritable génocide de cafards avec mes Rangers. Puis m'approchant de la première porte coupe-feu, je l'ouvre et là des cafards me tombent sur le visage. Je me mets à pousser des cris hystériques, me disant que certainement les cafards se trouvaient sur le rail et qu'ils s'étaient organisés pour venger leur famille que je venais de massacrer, car c'était Punisher, le cafard. N'ayant pas envie de réfléchir trop longtemps pour éviter que ces bêtes remontent par mon pantalon, je continue ma ronde. Je traverse les halles et referme les portes coupe-feu derrière moi. Puis j'arrive au bout de l'usine dans un local de stockage. À l'intérieur se trouvent des grandes palettes de biscuits, des sacs de farine et tout le matériel servant à fabriquer des biscuits aux cafards. Et alors que je m'approche d'une petite cabine vitrée qui servait à la réception des marchandises, j'entends subitement dans mon dos le bruit d'une porte qui bouge. Je reviens en arrière, et là je m'aperçois que la porte coupe-feu est grande ouverte. Attends, c'est pas possible, je viens de la fermer, enfin je suis pas fou quoi. Je décide donc de revenir sur mes pas, et là je m'aperçois que toutes les portes sont grandes ouvertes. Et non, attends, j'ai rêvé là. Bon écoute, j'ai pas recommencé ma ronde depuis le début, compte tenu que je vais faire une deuxième et une troisième ronde, j'aurai le temps de les fermer. Je sors de l'usine, me rends dans le petit manoir hitchcockien, et je termine par le bâtiment administratif. Le bâtiment administratif est recouvert de carrelage jauni. Dans les étages que je n'ai pas l'obligation de visiter, j'entends des bruits étranges, des chuchotements, des bruits de machines qui tournent. Bref, je remplis mon rapport très rapidement, ronde 22h et Rice. Et je pars. Quelques heures plus tard, je reviens pour ma deuxième ronde. J'effectue ma ronde en refermant bien toutes les portes coupe-feu. Je fais mon rapport dans le bâtiment administratif terrifiant et je repars. À la troisième ronde, vers 4h du matin, j'entre dans l'usine et découvre que toutes les portes sont à nouveau grandes ouvertes. C'est possible. Non, je suis pas fou. Je décide donc de continuer ma ronde en faisant genre il ne s'est rien passé.
Quand tout à coup j'entends un énorme bruit venant de la halle de stockage qui se trouve à quelques portes de moi. C'est quoi ce boucan? Là j'attrape mon talkie-walkie, j'appelle la centrale, je dis il y a des gens dans l'usine, faut envoyer la police. Il me fait quoi? Je fais il y a des gens dans la police, faut m'envoyer des gens. Il me dit mais tu les as vus? Je fais non mais j'ai entendu. Non mais écoute va voir parce qu'il y a tellement de problèmes dans cette usine, on fait un appel de sécurité toutes les 2 minutes. Ok. J'avance donc en direction du local de stockage. J'entre dans la salle. Et là, tout est sans dessus-dessous. Les palettes sont renversées. Des sacs de farine explosés avec de la farine en lévitation dans la pièce. J'avance au milieu de ce nuage. Je fais le tour de la pièce. Puis revenant sur mes pas, j'aperçois dans la farine des traces de pieds nus. Là, c'est la centrale qui fait un appel de sécurité. Je dis, écoute, là, je suis dans la salle, tout est sans dessus tout, et j'ai trouvé des traces de pas dans la farine. Il me dit, des quoi? Des traces de pas dans la farine. Je dis, je comprends pas. Je dis, c'est pas compliqué. Tu mets de la farine, tu mets des pas, et puis ça fait une crêpe. Enfin, je veux des traces de pas dans la farine. Il me dit, écoute, ferme les portes coupe-feu, et sors de là. Tu mets juste dans ton rapport que t'as constaté des dégradations entre ta 2e et 3e ronde, et puis on laisse tomber. Et là, alors que j'essaie d'accrocher mon talkie-walkie à ma ceinture, putain, c'est quoi cette merde? J'entends subitement un énorme courant d'air, suivi de griffures contre le mur qui se met à tourner autour de moi. Avant de s'arrêter net. S'ensuit un énorme silence pesant, où je n'entends même plus les bruits de l'extérieur. Le temps est suspendu comme s'il venait de s'arrêter. Je suis à la fois terrorisé et serein. Je marche donc en direction de la porte de l'usine et sors dans la cour. Oh putain, mais qu'est-ce que c'était ce truc? Je termine ma ronde et je rentre chez moi. Par la suite, j'ai visité cette usine pendant 2 ans, toutes les nuits, en appliquant la technique Gehrig. Ça grince, ça crie, ça chuchote, les portes s'ouvrent, fait comme si ça n'existait pas. À force de les ignorer, ils finiront par te laisser tranquille. Un matin, en rentrant de mes visites horrifiques dans l'usine de biscuits, je croise sur le parking de la centrale l'agent Gilbert, le regard terrifié. Je lui dis bonjour, il me répond à peine, saute dans sa bagnole et s'enfuit à toute vitesse. J'entre dans le bureau et je dis à mes collègues, dis donc, j'ai vu Gilbert, il n'a pas l'air très en forme. Et là, il me raconte ce qu'il a vécu. Gilbert était un homme plutôt âgé, un peu l'âge que j'ai maintenant, et très terre à terre. Il ne croyait absolument pas à toutes nos histoires paranormales. Cependant, ce jour-là, il a revu ses positions. Affecté à un autre secteur que le mien, il devait visiter un entrepôt de matériel informatique ultra sécurisé, composé de 2 portes sous alarme à chaque extrémité. Arrivé devant la première porte, il devait appeler la centrale en donnant un code qui permettait à l'opérateur de déclencher l'alarme pendant 1 minute. Ensuite, il devait traverser la halle et répéter l'opération sur la 2e porte qui lui permettait de sortir de l'entrepôt. Mais ce jour-là, tout ne s'est pas passé comme prévu. Arrivé devant la porte de l'entrepôt, il appelle la centrale, donne son code. L'opérateur lui atteste qu'il a coupé l'alarme pendant 1 minute. L'agent Gilbert ouvre la porte et au moment où il entre dans l'entrepôt, il entend l'autre porte de l'autre côté qui claque. L'agent Gilbert referme la porte derrière lui, s'avance dans l'entrepôt et dit « Y a quelqu'un ?» Et là, il entend une voix d'outre-tombe lui répondre « Non, y a personne. » Tétanisé d'horreur, j'apprendrai même par la suite qu'il s'était fait pipi dessus. L'agent Gilbert recule façon moque jusqu'à la porte, l'ouvre, s'enfuit dans l'entrepôt et va se cacher derrière un muret. C'est alors que Gilbert sursauta constatant qu'il se mit à sonner. Putain, Gilbert a fait péter l'alarme. Gilbert, en état de choc, essayant de parler, réussit à articuler cette petite phrase. Il y a quelqu'un dans l'entrepôt. Information qui ne mit pas longtemps à circuler, puisque 5 minutes après, tous les agents d'intervention accompagnés de la police encerclaient l'entrepôt. Les agents d'intervention fouillèrent l'intégralité, mais ne trouvèrent rien. Enfin, Gilbert, c'est pas possible que vous ayez entendu la porte claquer, elle était sous alarme. Et on a vérifié, il n'y a aucune trace d'ouverture ou fermeture. Gilbert ne sut quoi répondre. Il rentra au bureau, posa son matériel, sauta dans sa bagnole, s'enfuit à toute vitesse et démissionna le lendemain. Chaque nuit, les agents de sécurité sont confrontés à des phénomènes paranormaux, mais très peu osent en parler. Bien qu'après 2 ans de surveillance, je fus armé et affecté à d'autres missions, je garde de cette période un goût stupéfié dans la gorge. Apparition, chuchotement, porte qui grince ou qui s'ouvre toute seule, objets qui bougent, lumière qui s'allume. Comment l'expliquer ?
Certains prétendent que je suis réceptif. Je vois des gens qui sont morts. Mais alors, au vu du nombre de témoignages que je récolte, nous le serions tous. Ou alors nous serions tous victimes d'une hallucination collective. Je ne peux te donner la réponse. Cependant, si toi aussi tu as vécu une expérience paranormale et que tu as envie que je la raconte, n'hésite surtout pas à me l'envoyer. Je m'en ferai un plaisir. À bientôt. Et surtout n'oublie pas, une personne sur deux meurt pendant son sommeil.